Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er novembre 2021. Pardon. J'en profite, vu qu'on est en début de mois, c'est le meilleur moment de rejoindre l'école via le Patreon. Donc vous avez toutes les explications sur le Patreon de ce qu'on y fait dans l'école. Vous avez aussi la vidéo de présentation de l'école en description et en commentaire. Et vous avez aussi la FAQ, donc la foire aux questions. Je réponds à toutes vos questions sur l'école. D'ailleurs, ça fait 1 an que l'école est lancée aujourd'hui. Ça me fait super plaisir, du coup, ça passe très très vite. Donc joyeux anniversaire à l'école. Du coup, voilà, tout est en description en commentaire. N'oubliez pas que dès que vous rejoignez, tout est disponible en rediffusion à tout moment. Si le matin vous n'êtes pas là pour le brief, il est dispo en rediffusion à tout moment. Il est timé et séquencé. Donc vous savez que par exemple de 25 minutes jusqu'à 40 minutes, on a parlé Bitcoin. Ensuite, on a parlé altcoin, Metaverse par exemple, etc., etc. On a chassé sur ces assets, etc., etc. Donc tout est séquencé. Vous n'avez pas regardé tout le brief, bien évidemment. Et aussi, vous avez accès directement à 14 heures de cours, même plus, hein, je pense. Faudrait que je mette à jour maintenant, immédiatement. Donc, comment tracer ces Fibonacci, ces zones de rechargement, comment analyser le momentum, comment identifier les structures, qu'est-ce que l'order flow, comment savoir analyser le marché via l'order flow, comment savoir lire l'open interest, les funding, etc., etc., quelles informations en retenir. Voilà, donc vous allez savoir faire tout ça aussi, comment faire un plan de trading, enfin bref. N'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation de l'école, vous en saurez bien plus. Et le lien est en description et c'est le meilleur moment de rejoindre ce début de mois. Alors, du coup, Bitcoin, toujours dans cette phase de conso, donc là j'ai mis à jour la zone de combat weekly, pour moi ça c'est la nouvelle zone de combat, je vous expliquerai. Donc on parlera de Bitcoin, Ethereum, et je parlerai donc un petit peu des métaverses, ou plutôt de Mana aujourd'hui, et de Chiliz. Donc Mana, je vais faire un petit peu de prévention dessus, puisque bon, bah, c'est déjà complètement vertical, mais il y a un petit Chiliz qui commence à faire des structures très très sympas, et Chiliz pourrait être l'un des prochains à accompagner le mouvement haussier. Donc c'est pour ça que je parlerai de Chiliz, et je vous parlerai aussi un petit peu de secteur fin. Je vous rappellerai que peut-être que chasser au niveau du secteur Metaverse, comme on l'a fait avec les élèves là, les jours précédents, ça peut être intéressant. Alors, du coup, le Bitcoin, j'ai identifié la zone de combat ici en weekly, c'est-à-dire que le Bitcoin en échelle weekly est coincé entre ces deux bornes, donc c'est notre range, donc le marché est dans un range. Rappelez-vous, faible momentum dans une tendance haussière traduit généralement une consolidation, donc un Bitcoin qui ne bouge plus trop, c'est chose qu'on est en train de faire. Donc ça c'est notre range entre 57 653 dollars et 63 700. Je sais, c'est un range volatile entre guillemets, fin. Bon, 11%, on a déjà eu des ranges beaucoup plus volatiles sur le Bitcoin, donc franchement ça va, c'est pas dramatique. Donc pour le moment, consolidation, si on break les 63 726 dollars, c'est un vrai bon signal. Ça voudra dire que ici on a vraiment une belle pattern de retournement, on prend la bougie la plus basse, on identifie son plus haut, on casse le plus haut, c'est un signal assez fort, ça voudrait dire que tous les vendeurs ici sont coincés, donc sur le spot, tous ceux qui ont vendu ici vont devoir acheter plus cher, et sur les contrats dérivés, tous ceux qui ont shorté ici vont devoir du coup soit clôturer leur short, donc faire une pression acheteuse accentuée. Quand vous êtes shorteur et que vous clôturez votre short, vous êtes un acheteur, hein, vous rachetez votre position, ou alors le marché va courir vers leur liquidation. Et donc là, ça dépendra de la marge de chacun et du levier de chacun. Ok, donc ça, c'est pour la vue weekly. Techniquement, weekly, c'est bullish. Si on regarde en mensuel, on a eu la clôture mensuelle, nouveau sommet, c'est super positif. Techniquement, si on lit ce marché ici en close line, donc encore de chandelle, c'est un marché qui est bullish. En W ici, on a fait un nouvel ATH. Techniquement, on peut s'attendre à une ascension des prix. Ça, il n'y a pas de problème. La direction à long terme est haussière maintenant. Ça, il n'y a aucun problème dessus. On en a déjà parlé. C'est complètement bullish. Sur du court terme, si jamais on vient breaker ici, c'est super positif. Mais là, je vais changer de chart. Alors, je vais aller ici. Voilà. Ça, c'est la zone de combat daily. C'est-à-dire que si on clôture au-dessus des 62 444 dollars en daily, c'est super positif. Pourquoi ? Parce qu'on aurait une nouvelle bougie de retournement ici, mais surtout, on aurait un nouveau W qui traduirait donc bien une dynamique haussière et qui pourrait donc nous sortir de ce petit mouvement correctif dans lequel on est depuis quelques temps et donc tenter d'aller faire un nouvel ATH potentiellement au-dessus des 67 000 dollars. Pareil, si on prend du recul, qu'on regarde techniquement une bougie égale 2 semaines ici, on voit bel et bien qu'on est en train de défoncer la résistance et que maintenant cette résistance fait support. D'ailleurs, je peux tendre un petit peu comme ça. Et donc on voit bel et bien que tant que ça c'est maintenu, et ça devrait être maintenu, techniquement on n'est pas censé retourner là-dessus, si c'est réellement bullish, ça j'explique souvent, mais là normalement c'est une grosse zone verte, c'est la précédente résistance qui fait support, on n'est pas censé repasser dessous, ça c'est une grosse pression acheteuse qui normalement est censée pousser les prix au nord, ça normalement c'est le dip max, c'est-à-dire que normalement ça on va pas dessous, donc techniquement, enfin de ce qu'on a sous les yeux ici, celui qui me dit que ça c'est baissier, c'est compliqué. Donc pour l'instant, techniquement, tout va bien, tout est bullish. On peut même donner de nouveaux signaux bullish.
Quand on regarde ici court terme, je viens en 1 heure. Quel est le momentum? Il est aussi, on a une divergence haussière ici. Très bien. Ça, je vais le tracer. Hop, W sur le momentum, divergence haussière, momentum haussier en 1 heure, cassure de trendline. C'est bien. Ce qu'on voudrait voir, c'est une acceptation du prix de l'autre côté, donc tout simplement dynamique haussière des W idéalement, ou creux et sommet ascendant, qui confirme bel et bien qu'on casse bien la trendline, qu'on peut bien en repartir. Donc ça, c'est un signal assez intéressant. Maintenant, en 4 heures, comment est le momentum? Le momentum se contracte. C'est-à-dire que quand on a une contraction sur le momentum, donc là je vais changer, je vais aller changer de ticker tout simplement, je vais aller sur Bitstamp, je vais vous montrer ça. Quand on a un momentum, sur Bitstamp c'est un petit peu différent que Coinbase, j'ai l'impression, on va voir ça. Non, ça va, c'est bon. Quand on a un momentum qui se contracte, c'est-à-dire que le momentum ne fait plus de W ou de M. C'est-à-dire qu'il est en train de se contracter, ça fait un triangle sur le momentum. Et ça signifie quoi? Généralement, ça signifie une contraction, c'est-à-dire que le prix est en train de se... la volatilité se contracte, les prix se contractent, les deux forces se contractent, donc les forces acheteuses et vendeurs se contractent, et qu'on aura une grosse résolution. Donc un gros retour de volatilité, c'est-à-dire que si on vient casser ici, c'est bullish, donc ok, il faut venir casser ici entre guillemets là. Si on vient casser ici, c'est totalement bullish, on aura résolution haussière, et on aura donc une grosse accélération des prix. Peut-être grosse direction résistance, grosse cassure. En revanche, si on casse au sud, et que donc on fait plutôt du M, là c'est résolution baissière. Je peux vous trouver des exemples, je pense, dans le passé. Ici, ouais, potentiellement. Voilà. Ou là, du coup, on a eu, hop, ici, la contraction qui a mené ici à un mouvement volatilité baissier, là, vous voyez. Là, on contractait, on contractait, on contractait, on contractait. On a eu petite résolution ici. Là, ça nous a amené à une accélération baissière qui a été contrée du coup. Mais on a quand même perdu en quelques heures 7%, ce qui n'est pas rien. Bon, c'est pas très élevé sur le Bitcoin. Mais il y a déjà eu des contractions beaucoup plus violentes que ça. Jusque-là, je les ai pas sous la main. Mais je pense que, ouais, on peut les trouver. Il faudrait juste que je vois. Là, j'en vois quelques-unes, mais ça se voit pas assez bien. Je pense que vous allez avoir du mal à les voir. Bon, j'ai des exemples avec les élèves à l'époque, je pense. Ou on avait vu personnellement à l'époque aussi. Ou peut-être en daily. Enfin, si jamais j'en retrouve, mais sinon vous pouvez chercher vous-même en faisant une contraction, vous allez vite voir. Mais par exemple, voilà, là c'est le cas. On a un momentum qui se contracte, ça fait bien un beau triangle, comme ça. Hop. Là pareil, ça se contracte fort. Pam, expansion, breakout, grosse accélération. On passe de 9100 à 12 000. Donc là, pour ceux qui voient le Bitcoin, ils se disent mais c'est rien. Mais non, en termes de pourcentage, c'est élevé. 33%, c'est pas rien. Si on calque 33% au prix actuel, le Bitcoin il se retrouve à une valeur beaucoup plus qu'intéressante. On se retrouve dans les 82 000. Je dis pas qu'on fera la même chose, c'est pas une contraction similaire ici. C'est pas une contraction comparable, c'est juste en 4 heures, donc ça peut traduire un mouvement assez fort. Donc faudra attendre la résolution. Encore une fois, on peut pas savoir dans quel sens sera fait cette contraction. Si on regarde la technique, normalement, si on vient breaker ici, il n'y a pas de problème. C'est good pour déclencher un mouvement haussier. Maintenant, le seul problème, et donc là je vais changer de terrain d'analyse, parce que là il y a une contradiction entre ce que nous donne la technique et ce que nous donne l'order flow. Donc l'order flow, c'est ce que font les gens, dans mon cas sur les contrats dérivés. Est-ce que les gens sont plutôt en train de parier à la hausse ou en train de parier à la baisse? Et donc s'il est la majorité parie à la hausse, ce qui peut arriver, c'est donc un mouvement baissier pour nettoyer ses acheteurs. Ok. Et donc là, de ce qu'on est en train de voir, c'est que pour le moment, on pourrait avoir l'impression que dès que le marché pump, les open interest montent, le funding monte, les spreads augmentent, on est encore sur des spreads assez élevés, c'est des spreads qui sont vraiment hauts. Comme un élève a fait la remarque tout à l'heure, généralement, quand on arrive vers des valeurs de spreads aussi élevées, on est proche d'un mouvement correctif. Par exemple, si on prend ici ces valeurs de spreads là, en janvier ici, hop, alors là on est janvier, retracement. Ici, pareil, valeur de spread assez élevée, retracement. Bon, ici c'était le top de mars. Ensuite, quand on vient ici, là, hop, l'approche de ces valeurs, même plus bas. Ici, on a eu le retracement avant. Pour moi, le Bitcoin, ici, c'est autant fait défoncer ici, c'est que c'était rentable de le faire plutôt sur les altcoins. Les altcoins sont moins chargés en termes de leverage, en tout cas les moyennes, je dirais, moyennes altcoins, les grandes, faudrait voir. Mais en termes de moyenne altcoin, pour moi, c'est moins chargé que ici. Là, il y a vraiment eu une accélération de l'open interest, chose qu'il n'y avait pas eu avant sur les alts. Et en revanche, de ce qu'on voit actuellement, c'est que sur Bitcoin, ça commence à être pas mal chargé. Et Ethereum, en termes de spreads, bon, je pense qu'on a connu plus haut aussi, mais on est quand même sur des valeurs assez hautes. En termes de spreads sur Ethereum, ça c'est généralement les valeurs de top. Là, on y est. Donc, je dis pas qu'on est sur un sommet de marché, je dis juste qu'on pourrait avoir un nettoyage
ok, pour enfin bien partir. Pour moi, en fait, c'est ça le truc. C'est idéalement, on nettoie les contrats dérivés, donc tous ceux qui achètent avec du leverage, on les défonce, et ensuite on peut partir tranquille. Le train est vide, entre guillemets, faudrait juste décharger le train. Maintenant, si le train n'est pas tellement chargé, tant mieux, on monte. Mais là, vous voyez ici, les spreads continuent d'augmenter. Sur Bybit, ça doit être pareil encore, je pense. Voilà, sur Bybit, 80 $, 93 $ de spread, c'est assez haut. Ça traduit généralement un sentiment de marché plutôt prononcé, que les gens sont plutôt bullish. Et ça, c'est ce qui fait qu'on pourrait donc avoir un petit nettoyage. Donc c'est là où je vous dis, la technique et l'order flow sont contradictoires, dans le sens où la technique, elle, est plutôt bullish, c'est-à-dire que bah, si on vient breaker ici, tant mieux, c'est haussier. On voit que techniquement, ici, il y a peu de chances de défoncer ce niveau. Là, il y a vraiment peu de chances de le défoncer. Techniquement, ça est censé faire support, on est censé suivre. Mais il y a une autre côté de l'order flow qui dit que, franchement, un petit nettoyage là-bas, là, dans les 53 ou maintenant sous les 57, ça serait cadeau pour eux. Franchement, ça serait cadeau. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, ne pas oublier, c'est hop, accélération, pam, nettoyage ensuite. Ça, c'est fort probable qu'on le fasse. Parce que vu comment les gens sont enclins à acheter le marché, si on pump et que les gens continuent de le faire, c'est que ensuite l'argent va aller dans les alts aussi en termes de leverage, je pense, et d'un coup, on va tout nettoyer. Donc, soit on nettoie maintenant exclusivement le Bitcoin et les alts se font pas trop défoncer, ok. Soit tout le monde d'un coup, donc là, on va avoir des charts paraboliques de partout, et il y a tout qui va se faire défoncer en même temps. Parce que le revers de la médaille d'un marché parabolique, c'est un marché qui se fait nettoyer. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais ça dépendra de ce que les gens vont faire. Si les gens mettent trop de levier, bah quand il y a trop de levier, il se passe le nettoyage. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, Trading qui a fait la mise à jour d'ailleurs, c'est super. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets mon lien d'ailleurs dans la description, n'hésitez pas. Tout simplement, c'est que moi, ça me permet de l'avoir gratuitement et je vous partage les infos, donc tout le monde est gagnant. Je l'ai envoyé aux élèves, ils s'inscrivent aussi, donc bon, comme ça au moins je leur partage les plus d'infos ici quand on regarde tous les exchanges. Mais voilà, même sur YouTube, je les partage, donc ça vous coûtera juste d'aller vous inscrire, vous payez rien du tout, juste vous inscrivez et moi, ça me permet de l'avoir gratuitement. C'est donnant-donnant et je vous partage les infos gratuitement derrière. Et du coup, ici sur BitMEX, non, ce qui est bien flagrant, c'est que sur la majorité des contrats dérivés, là, ça nous permet de voir les ordres, donc ils font une grosse mise à jour en ce moment même, c'est super. Donc là, par exemple, si je vais sur Deribit, ça je vous l'avais déjà montré, là on voit qu'il y a des gros ordres d'achat qui attendent plus bas. Est-ce que ce sont des ordres dissuasifs, c'est-à-dire qu'en gros on est en train de dissuader, en gros ici on met des gros blocs pour que le prix monte, ok? Ou est-ce que ce sont des mecs qui ont juste envie de se faire fil et qu'ils savent, en gros, ils sont au courant qu'on va avoir un mouvement correctif, on va nettoyer un peu et que eux vont se faire fil en fait, tout simplement. Mais là c'est assez bizarre, sur Deribit on a des millions d'ordres qui sont posés, là on parle en millions, je parle pas en milliers, hein. Mais là, on est sur des ordres, voilà, 576 000, mais il y a aussi des millions, 1 million 30. Ici, je peux mettre la valeur. Donc, si je mets par exemple les ordres supérieurs à 2 millions, il y en a pas mal là-bas. Certains diront que c'est rien, mais sur Deribit, c'est pas mal du tout. Oups, là, je vais mettre BitMEX. BitMEX, il y a aussi des ordres assez conséquents qui attendent, 5-6 millions de mémoire. Si je les mets, voilà, il y a des ordres à 5 millions qui traînent vers les 58 000. BitMEX, c'est un peu moins, ça s'est retiré. Enfin, si, c'est quand même dispo là-bas. Il y a quand même des ordres assez conséquents ici, 800 000, 895 000, etc. Il y a quand même des, voilà, 1 million ici qui traînent. Je crois que j'ai vu un 4 millions, par si je suis fou, 1 million, 2 millions. Non, ok, c'est bon, ouais. Donc voilà, dans la majorité des exchanges, il y a quand même des gros ordres qui attendent vers là-bas. Et il y a aussi FTX. Donc encore une fois, est-ce que c'est une dissuasion ou est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose? Là, c'est à voir. Mais il y a aussi des liquidations qui attendent pas mal vers ces niveaux. Mais là, sur FTX, c'est assez similaire aussi. Dans le sens où, vous voyez, sur FTX, là, il y a beaucoup d'ordres qui attendent là-bas. Est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose, comme je le répète, ou est-ce que c'est de la dissuasion pour pousser les prix plus haut et frustrer ceux qui attendent plus bas? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Tout comme c'est déjà arrivé, hein, où on dissuade. C'est-à-dire que, par exemple, ici, voilà, il y a des gros ordres ici qui n'ont jamais été touchés. Là, vous voyez, des gros ordres, pareil ici, des gros ordres. D'ailleurs, ces ordres étaient déjà posés ici à 59, où on a vu ça avant. Pareil ici, voilà, des gros ordres. Là, je vais zoomer un peu, mais là, voilà, des gros ordres sous le prix qui sont pas touchés pour dissuader et faire monter les prix. Tout comme ici, pareil, des gros ordres ici qui n'ont pas été touchés, mais qui ont bien repoussé les prix ensuite. Là, ça pourrait être la même chose, et donc c'est ce qui pourrait créer une pression acheteuse et faire monter les prix si bah, ils n'ont pas l'intention de se faire fil. Également, dernière chose que j'ai envie de montrer, c'est sur FTX, sur Bitfinex. Hop. Alors eux, ils ont plutôt des gros ordres, mais plutôt en haut. Donc eux, ils ont plutôt envie de vendre un petit peu plus haut. Ah, là, non, c'est trop, ça se voit trop. Mais là, ouais, vous voyez ici, là, ça on en a déjà parlé, mais pareil, sur Bitfinex, il y a vraiment des whales qui vendent là-bas, hein, qui
vendent massivement là-bas. Il n'y a pas de gros ordres d'achat. Par exemple, la dernière fois que j'ai vu ça, pareil ici pour les gros ordres de vente, il y avait des gros ordres de vente. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était ici. Là, c'était vraiment la muraille de Chine où les mecs, ils ont posé des bitcoins et des bitcoins et des bitcoins ici. Ils n'ont jamais été fils. Ça, c'était une dissuasion. C'était en gros, voilà, ils ont posé le bottom ici, vous passerez pas, et le marché s'est retourné derrière. Bah là, est-ce qu'ils sont pas en train de faire la même chose, c'est-à-dire de mettre les gros ordres de vente ici? Telle est la question. Je n'ai aucun biais bearish, c'est-à-dire que pour moi, techniquement, ce marché est haussier. Clairement. Le Bitcoin est haussier, je le vois clairement aller plus haut. Au cours de ce cycle, quand je vous montre ici rapidement en termes de logarithmique, moi, le Bitcoin il est tout simplement dans un gros canal, et ces cycles se terminent en haut du canal, c'est-à-dire ici, ici, et donc le haut du canal, il est là-bas, il est plus haut vers les 200 000 $, 300 000 $ même. Maintenant, est-ce que, et ça c'est ce que l'order flow me fait dire, on a peut-être besoin de décharger un petit peu le train, de nettoyer un petit peu l'euphorie ambiante qu'on a eu récemment, Shiba, etc. Tous les pumps qu'on a actuellement, Mana, etc. Donc de mettre un petit coup de pression sur le Bitcoin, histoire de liquider les leverages, même sur Ethereum, et donc à ce moment-là, ensuite, on peut repartir sereinement. Voilà. Donc est-ce qu'on a besoin de le faire? Ça, le marché nous donnera la réponse. Techniquement, c'est bullish en termes d'order flow, c'est petit nettoyage court terme, mais ça reste bullish long terme dans le sens où je pense que si on nettoie, bon, les gros vont se faire liquider, les gens vont shorter direct, on repartira. Donc soit on a besoin de liquider pour repartir, soit on part maintenant, mais à ce moment-là, le nettoyage arrivera plus tard. Parce que c'est pas moi, je le dis pas parce que j'ai envie de le dire, c'est les chiffres qui le montrent, mais lorsqu'on est autant surchauffé comme ça, il y a toujours le moment où on nettoie un petit peu, et il faut bien liquider un petit peu des acheteurs pour récupérer un peu de pognon et permettre à des gros de racheter un peu moins cher. Parce que là, le train est un petit peu trop chargé en termes de ce qu'on voit au niveau des spreads. C'est un petit peu trop chargé maintenant. Rien n'empêche le marché, au marché de monter. Hein. Mais c'est juste que tôt ou tard, si c'est pas là, tant mieux. Mais si c'est ensuite, il y aura un petit nettoyage, donc il faudra pas trop s'en étonner. Et donc, bien prendre ses profits quand vous sentirez qu'il y a une euphorie un petit peu plus prononcée. Ethereum, c'est un peu la même chose, où les spreads montent aussi, les funding montent. Donc, je fais pas d'update vraiment poussé sur Ether. Juste techniquement, pas trop d'order flow. Et après, je fais Mana et Chilis, parce que je vois que j'ai pas mal traîné là. Alors, Ethereum, toujours dans sa zone de combat, on essaye de résoudre ça. Donc là, on n'a pas encore résolu en weekly, en daily, on tente, mais on a du mal. C'était en week-end, enfin c'était vendredi, on n'a pas clôturé, on n'a pas confirmé derrière. Faut voir si là on peut confirmer. Ethereum techniquement reste bullish. Par contre, il commence à accumuler les divergences ici, là. Tout ce qui montre la perte de momentum, donc faut se méfier de ça. Tant qu'on est en état d'enfoncement, sur Ethereum, on y est resté, on y retourne. C'est un marché qui peut monter comme ceci. Mais franchement, je vous le dis, même sur Ethereum, la technique semble indiquer ça aussi. Enfin, de ce que je vois techniquement, c'est qu'on peut monter, mais au bout d'un moment, comme ça, là, le retracement, pareil. Même en termes de dérivés, je pense que les gens vont aussi rentrer sur les contrats dérivés. Je pense que si on se met à monter un peu trop vite sur Ether, les gens vont commencer à FOMO. Donc je pense qu'un truc comme ça, ça va forcément, probablement arriver si on se met à partir sur Ether et que les gens continuent d'acheter sur les dérivés, sachant qu'on a des pertes de momentum un petit peu partout. Ça va probablement se payer tôt ou tard par un mouvement baissier. Par exemple, je vous montre, hein, mais ça, c'est arrivé au Bitcoin en septembre, ici. Donc là, je passe en daily, je vais vous montrer ça. Et après, je commence Mana et Chiliz. Mais par exemple, ici, là, on a accumulé de nombreuses divergences. Tôt ou tard, ça se paye par pain. Tôt ou tard, il y a le nettoyage qui arrive. Et généralement, c'est comme ça que ça marche. Pareil ici, vous voyez. Divergence, d'un coup, nettoyage. Donc là, Ethereum, il est un peu dans cette catégorie où mathématiquement. Pourquoi à chaque fois je viens ici, je veux pas aller ici. Mathématiquement. L'historique, entre guillemets, voilà, nous démontre généralement ça. Ou on l'a vu sur Bitcoin, mais là sur Ether, on pousse à la divergence. Donc peut-être que on monte, les gens achètent sur les dérivés d'un coup, pas en nettoyage. Ça pourrait arriver. Donc c'est pour ça, ne tardez pas trop à prendre vos profits si vous êtes fortement engagé dans du Bitcoin, dans de l'Ethereum, etc. Dès que ça commence un petit peu à dégénérer, sécurisez les positions. Et encore, si vous êtes spot, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui sont en leverage, qui ont du levier, si ça va vraiment dans la direction de votre trade, vraiment, je vous le dis, il y a une grande majorité de gens qui sont aussi dans votre sens. Et prenez vos profits avant que le navire soit secoué, c'est tout. Hein. Parce que je parle de vraiment d'un chacun, c'est-à-dire secoué. Je parle pas de bear market ou autre. Je parle juste de si vraiment tout le monde est dans le même train, bah, au bout d'un moment, le train il va être secoué pour que les gens se barrent. Donc ça peut être intéressant pour vous de prendre profit un petit peu avant que le train soit secoué. Juste sécuriser l'investissement, que ça vous coûte pas cher. Si jamais il y a un retournement, c'est tout. C'est de la prévention ici. Et donc pour finir, Mana et Chiliz, donc Mana prévention aussi. Est-ce qu'on achète un truc qui est complètement vertical comme ça?
Non, là on arrive dans des zones de prix, à un marché dans lequel on cherche à prendre profit, bien évidemment. Donc, où étaient les signaux d'investissement? Vous me connaissez encore une fois, on localise ses trades en zone de rechargement, le professionnel achète dans la zone de rechargement. Bizarrement, on voit que quasiment à chaque fois, c'est la zone qui trouve support et qui n'est jamais cassée ensuite, parce que les gros rechargent dans cette zone. Donc ça, vraiment, une fois que vous avez compris ça et que vous êtes patient, vous avez la patience d'attendre les zones de rechargement, vous êtes littéralement des rois, hein. Vous allez voir que, que vous allez très très vite comprendre que vous achetez des bottoms de marché, tout simplement. Et donc, bon, le signal plus ou moins a été donné ici, lors du W weekly, le nouveau a été donné ici, là maintenant c'est trop tard. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans Mana, vous devez prendre profit sur la montée. Et on va essayer de voir ensemble les objectifs de prix qui peuvent être atteints, tout simplement. Alors, premièrement, garage zone ici, hop, comme ceci, 168-200, ça a été explosé, donc on ajoute d'autres niveaux qui sont 2,618 pour ma part, 3,618, donc là je prends tous les ratios dorés entre guillemets, et 4,618. Donc 3,618, on a quasiment fait une mèche proche. Il y a aussi les chiffres ronds psychologiques, n'hésitez pas à vendre, ça c'est un conseil, une recommandation, un petit type d'amis que je vous ai donné, qui est de toujours essayer de vendre avant les gros chiffres ronds parce que tout le monde les attend et généralement on s'arrête un petit peu avant. Exemple parfait ici, celui qui voulait la vendre à 5$, malheureusement il n'a pas pu vendre. Je vous dis toujours 4,92$, 95$, 97$, 4,85$ à la rigueur, mais là voilà, on s'arrête à 4,95$. Si vous vendez un petit peu avant les chiffres ronds, vous verrez que vous serez gagnant. Vous allez vendre avant l'ordre que tout le monde veut vendre, qui est 5$. Si je vais sur l'order book, peut-être que je l'ai pas sur Trading Light, je vais essayer d'aller voir ça. Je pense pas que je l'ai honnêtement sur Binance. Ou peut-être que je l'ai. Non, je l'ai pas, dommage. Je l'ai pas. On aurait pu voir, je suis sûr qu'à 5$, il y a beaucoup d'ordres de vente qui attendaient. Hein. Donc voilà pourquoi on n'y va pas. Faut que les gens vendent plus bas ou ne vendent pas du tout. Et donc vous vendez un petit peu avant eux. Donc les chiffres ronds, c'est très important. Mathématiquement, prochain objectif 5,05$. Ensuite 6,35$. Quel objectif je peux avoir d'autre? Le logarithmique, ça peut être vraiment intéressant de mettre ces fibres en logarithmique. Et là, on va voir quels seraient les objectifs. Alors, entre 168 et 200. Donc là, on est venu parfaitement dedans. Entre 4,18$ et les 200%, soit 7,57$. Donc peut-être que glisser un ordre vers 7,48$ avant le chiffre rond des 50, ça peut être intéressant. Donc là, il y a les autres objectifs, mais eux qui sont vraiment très très élevés. D'autres objectifs aussi que je peux avoir en tête, c'est les extensions ici. Donc là, on prend le mouvement, c'est pas de l'Elliott Wave, encore une fois. Je prends le bottom, le top, je mets l'extension ici. J'ai donc 200% ici qui a déjà été atteint, 261,8 à 4,66$ qui a été atteint également. Et ensuite, je vais rajouter 3,618 également, 6,30$ et 4,618$, 7,94$. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? C'est pas parce que j'annonce ces objectifs ici qu'on va y aller aussi. Ça, c'est une chose à comprendre pour les débutants. N'achetez pas ici parce qu'on peut aller là-bas. Ce sont des objectifs mathématiques de prise de profit pour ceux qui sont déjà dans le train. Là, on parle de vendre, on ne parle pas d'acheter. Donc celui qui est déjà dans le train ici, qui n'a pas tout vendu, il peut continuer d'étaler ses ordres sur la montée. Donc ce sont des objectifs où il peut poser ses ordres. Ça peut l'aider mathématiquement. Mais c'est tout, rien de plus. Honnêtement, rien de plus. Donc voilà, Mana, c'était plutôt la prévention. Maintenant, quel asset a la même tête qu'avait Mana ici? C'est Chiliz. C'est Chiliz qui a exactement la même tête, qui est donc pareil, il est venu en zone de rechargement, les gros ont rechargé, donc dites-vous que le train est rechargé par les gros ici, donc eux ils ont envie de vendre plus haut, bien évidemment. On regarde, les W weekly se sont formés, hop, ça, je vais mettre le défaut ici, W weekly ici, W weekly ici, ici, nouveau petit W weekly, et on est en train de confirmer le dernier, donc là c'est le dernier signal d'investissement qui est donné. Si vous achetez plus haut que ça, c'est du FOMO ensuite, techniquement. Donc, bon, là déjà on est un petit peu en dehors de la zone de rechargement. C'est vrai que ça fait un petit peu loin. Chiliz, on en parlait, il me semble, encore une fois, il y a quelques semaines, vers les 30 centimes ici. On disait qu'il était pas mal intéressant sur les W ici qui se formaient. Là, on est vraiment dans les derniers signaux d'investissement. Pour ma part, vraiment, c'est les derniers. Si vous n'êtes pas dans le train, dorénavant, je dis pas d'acheter du Chiliz ou d'être dans le train, mais je parle que techniquement, pour un investisseur rationnel et professionnel, c'est un petit peu les derniers moments d'être dans le train. C'est surtout ça que je veux dire. Et donc là, ce que j'ai ajouté, maintenant, c'est les objectifs. Donc si j'achète ici le W weekly, où est-ce que je vais essayer de vendre? Bon, on va voir. Alors, zone de rechargement de short premièrement, que je vais tracer ensuite. Là, je vais pas retirer tous mes fibs, ça me fera gagner du temps. Alors, entre eux, bon, ils ont déjà fait ici, mais on a une petite, voilà, on va dire une petite zone de gestion du risque où je peux peut-être récupérer un tout petit peu, histoire de me financer un stop qui ne me coûtera rien s'il n'est atteint.
Donc entre 65 centimes et 78, moi je vous le dis personnellement, je pense que Chiliz pourrait faire un nouveau sommet. Donc je compte pas vendre ici personnellement. Enfin en termes de gestion du risque, je suis déjà bon. Je compte vendre plus haut. Et donc on va voir où est-ce que ça pourrait être. Donc là je vais vous mettre tout. Enfin on va d'abord regarder les niveaux ici. Donc pour moi en cas de nouvel ATH, c'est vraiment les niveaux que je cherche actuellement entre 1,43$, que ce soit maintenant, demain, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. Je sais que l'hiver n'est pas tellement propice au rallye de marché. Généralement, les marchés commencent à partir fin hiver, début printemps. Si on regarde ici, Chiliz, elle est partie en février-mars l'année dernière. Les bottoms se posent en hiver et on vend idéalement en mars, avril, voire mai. Enfin, mars, avril, non. Normalement, la saisonnalité, c'est mai, mais ça n'a pas trop été respecté l'année dernière. En tout cas, pas trop pour les grosses capitalisations. Enfin, quoique le Bitcoin a topé quasiment en mai, en avril-mai. Il y en a plein qui ont topé avant. Si ce cycle est respecté, enfin, saisonnalité pardon, est respectée pour ce cycle, on devrait pouvoir vendre aux environs de mai, quoi. Donc ne soyez pas impatients, parce que le truc décolle pas maintenant, ou même dans 2 semaines que ça y est, il est mort. Par exemple, j'ai vu un commentaire YouTube qui m'amusait sur GRT, qui disait ouais, tu t'es trompé sur GRT, ça pump pas. Mais GRT, encore une fois, techniquement, est toujours très intéressant. Là, quand j'analyse, je suis en une bougie égale une semaine. C'est-à-dire que tout ça, c'est une semaine. Enfin, une bougie, c'est une semaine. C'est-à-dire que ici, ce que vous voyez, ce qui peut vous paraître court, c'est quand même 147 jours. C'est énorme. Ça fait 20 semaines, ça fait quasiment 4 mois. 5 mois, oui, environ 4 mois et demi, on va dire. Donc c'est long. C'est long pour avoir la phase de pump. Ça met du temps à se préparer. Donc Chiliz, c'est pareil. Là, ça se prépare depuis longtemps. Ça peut arriver comme ça d'un jour ou l'autre, comme Mana. Mais si ça n'arrive pas maintenant, ce sera dans plusieurs semaines ou prochains mois. Mais en tout cas, la technique ne ment pas. La technique annonce que ce marché a posé un sacré bottom ici et qu'il est potentiellement prêt à faire un mouvement aussi. Donc les objectifs que je fixe, dans un premier temps, c'est entre 168 et 200. Donc entre 1,42$ et 1,71$. Donc ça, c'est vraiment pour des objectifs de revente. Les élèves connaissent ma stratégie de base, mais ça serait pour de nouveaux objectifs de prise de profit. Ensuite, nous avons ici les 261,8, donc aux environs des 2,20$. Ensuite, 2,98$. Parfait, ça vend le gros chiffre rond des 3$. Et on a les 3,77$ à 418 de Fibonacci. Enfin, de niveau Fibo, quoi. Et donc, autre moyen de calculer, ça va être, ici, ce n'est pas de l'Elliott Wave, je prends juste les extensions de mouvement pour trouver des confluences. Une confluence, ce sont des indicateurs techniques qui pointent à un même endroit ou à un même niveau. C'est ça une confluence. Et donc, ici, nous avons les 100% à 1,10$. Pour moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Ah, là, j'ai les 1,272 proches de mes 1,618, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai mis ici, par contre, je me perds un petit peu. Voilà, les 200% à 4 centimes, ça peut m'intéresser. J'ai les 2,272 à 2,30$, ensuite 2,62$, 3,56$, etc. Ce ne sont que des niveaux mathématiques. Je ne sais pas si on va aller là-bas, mais si on y va, ça m'intéresse de revendre un petit peu. Et ensuite, on fait ce qu'on a fait juste tout à l'heure, le logarithmique. Mais là, pour l'extension qu'on a vue de 168, 200%, si j'arrive à reprendre ça, non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon en fait. C'est bon. Et là, ça donne du coup des objectifs entre 2,76$ et 5,34$. Pareil, des objectifs dont j'estime que c'est réaliste. Si on regarde son market cap, et je m'arrêterai là-dessus, on va aller voir s'il y a des fonds d'investissement qui hold du Chiliz, et je pense que oui. Mais si on regarde ici son market cap, on est aux environs des 2 milliards 500 millions. C'est un gros projet, ça peut atteindre des market cap plus importants. Par exemple, en comparaison, si on voit un Shiba qui a réussi à monter à 39 milliards, qu'est-ce qui empêche Chiliz de venir chercher 39 milliards? Et cet argument, il est valable pour tous les assets. Je le dis pas que parce que c'est Chiliz, je le dis pour vraiment tous les assets. Qu'est-ce qui fait que Phantom pourrait pas venir chercher le market cap de Shiba? Vous comprenez? On pourrait vraiment venir chercher ces market caps sans problème, vu que fondamentalement, c'est quand même assez big, c'est pas rien. Maintenant, est-ce qu'on va venir le faire? Le temps nous le dira, mais si on y vient, ça fait environ une bonne plus-value. Donc justement, c'est ce qu'on cherche techniquement à avoir. On regarde s'il y a du potentiel, et de ce que nous disent les autres assets qui ont déjà réussi à faire cette performance, qui sont peut-être pas fondamentalement ouf, c'est que oui, c'est possible. Donc Chiliz, oui, pourrait le faire. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Donc, se focus sur le secteur métavers, ça peut être intéressant. Et du coup, de se focus sur les autres, comment dirais-je, sur les autres assets qui sont également métaverse. Et du coup, se focus sur les autres assets métaverse, qui est le secteur qui est un petit peu recherché en ce moment. Ok. Du coup, voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Si vous souhaitez rejoindre l'école, je mets le lien en description et en commentaire. Donc j'ai corrigé aussi le lien du Discord en description, il ne fonctionnait pas, maintenant il fonctionne. Les deux liens en description et en commentaire fonctionnent, il n'y a pas de problème. C'est bon, j'ai tout fixé, normalement il n'y a pas de problème, j'ai essayé, ça marche. Vous pouvez aussi rejoindre l'école via les modalités crypto, donc ça se passe sur le Discord et toutes les explications sont ici dans le bienvenu. Vous envoyez un message à un des professeurs connectés en droite, on vous répondra pour quelconque question. Si vous avez fait votre paiement en crypto, vous l'envoyez aussi à un des professeurs, donc le TXID, à n'importe quel professeur, hein, donc les professeurs sont connectés en haut à droite. On vous validera le paiement directement et on vous mettra l'accès à l'école. Et sinon, vous avez le Patreon en description et en commentaire. On est le premier du mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre. N'hésitez pas. On se laisse ici, je vous souhaite un bon début de semaine. On se retrouve du coup demain pour une prochaine update. Ciao ciao.